Merci d'avoir choisi la PES TV pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session d'actualité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse d'appuyer sur l'accélérateur pour la bonne cause de la République démocratique du Congo. Après ses brillantes interventions dans le Royaume-Uni à Londres, Félix Tshisekedi s'est rendu à Accra au Ghana pour échanger avec son homologue Nana Akufo-Addo. Revivons ce qu'a été l'arrivée de son Excellence Félix Tshisekedi à Accra. En provenance de Londres, où il a participé au sommet sur l'Afrique 2022 organisé par le Financial Times, un quotidien économique et financier britannique, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce jeudi à 2h30 à Accra, au Ghana, pour une visite officielle. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le vice-ministre des Affaires étrangères ghanéen et de l'ambassadrice de la RDC au Ghana. Il a par la suite salué les officiels qui ont constitué le comité d'accueil avant de s'installer un instant au Jubilee Lounge de l'aéroport international Kotoka. Au sortir de l'aéroport, des compatriotes établis à Accra qui attendaient fiévreusement le président de la République lui ont réservé un accueil délirant. Et c'est dans cette ambiance de joie que le cortège présidentiel s'est ébranlé. Direction Kempinski Hotel d'Accra, où les chefs de l'État et sa suite ont érigé leur quartier général. Au courant de la journée de ce jeudi, le président sera reçu par son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo au palais présidentiel Jubilee House pour un tête-à-tête et une réunion bilatérale. Ces deux dirigeants africains pourront à cette occasion poursuivre les entretiens entamés à Rotterdam aux Pays-Bas lors du sommet de septembre dernier sur l'adaptation de l'Afrique au changement climatique. Une conférence de presse va sanctionner les entretiens entre les deux chefs d'État. Fervent défenseur d'une Afrique intégrée, le président Tshisekedi devra visiter en fin de journée le secrétariat de la ZLECAf, zone de libre-échange continental africain, dont le siège se trouve dans le pays de Kwame Nkrumah. Reçu par son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo au palais présidentiel Jubilee House, Félix-Antoine Tshisekedi a eu un entretien en tête-à-tête avec le président ghanéen, suivi d'une séance bilatérale élargie aux membres de la délégation. Le condensé dans cet élément de la presse présidentielle. 21 coups de canon tirés à blanc résonnent depuis le parvis du Jubilee House d'Accra au Ghana. Un invité de marque a fait son entrée ce jeudi 20 octobre 2022 dans ce palais présidentiel. Exécution des hymnes nationaux et honneurs militaires, le président de la République démocratique du Congo est en visite officielle. À la porte vitrée où l'attendait son homologue de la République du Ghana, l'accueil était chaleureux. Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de vous voir ici à Accra. Très bien passé. Pour immortaliser ces instants, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a invité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à poser pour la photo officielle. Après la présentation des officiels du gouvernement du Ghana et de la RDC, les deux chefs d'État se sont retirés pour un tête-à-tête d'une dizaine de minutes. Les entretiens se sont par la suite élargis en réunion bilatérale avec les collaborateurs respectifs. Des questions de coopération entre les deux pays ont été traitées. Par la même occasion, le président Tshisekedi a remis sur la table des discussions la question sécuritaire dans l'est de la RDC, étant donné que le Ghana est d'ici le mois prochain membre non permanent du Conseil de sécurité. Il s'est agi essentiellement de développer la situation de l'est du pays, la situation sécuritaire de l'est de notre pays, parce que le Ghana est prochainement au mois de novembre membre non permanent du Conseil de sécurité. À ce titre-là, il y aura une réunion le 10 novembre à New York, réunion de haut niveau, et le président ghanéen a marqué tout son soutien au processus de pacification de l'Est. Il a mis à l'ordre du jour de cette réunion de New York la situation sécuritaire à l'Est du pays. Avant de prendre congé de son homologue, le chef de l'État congolais a été convié à apposer sa signature dans les livres d'or de ce palais. Les deux dirigeants sont convenus
de se rencontrer en novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte lors de la COP27 pour faire avancer la cause de l'environnement en Afrique. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu dans son cabinet de travail à la primature une délégation des autorités traditionnelles de la province de l'Ituri conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères Sami Adou Bango. Au cours de cette séance de travail à laquelle a pris part certains membres du cabinet du Premier ministre, il était question pour le chef coutumier iturien de présenter la situation sécuritaire de l'Ituri en soumettant quelques recommandations afin que la paix et la stabilité reviennent sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Selon James Katalo, chef de la délégation et grand chef du secteur de Bahema Sud qui a fait la restitution à la presse au sortir de l'audience, cette rencontre avec le Premier ministre leur a permis d'épingler certains problèmes ayant trait à l'activisme des groupes armés. La délégation de chef coutumier de l'Ituri, nous tenons à remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de sa disponibilité de nous recevoir. Nous sommes venus juste lui présenter la situation sécuritaire de l'Ituri et faire certaines recommandations pour qu'il y ait une stabilité donc sur l'ensemble de la province de l'Ituri. Donc néanmoins nous avons eu à signaler certains problèmes et l'activisme de groupes armés auxquels nous avons donné des pistes de solutions. Il faudrait qu'il y ait l'accélération du processus PDDRCS et à cela aussi il faudrait qu'on puisse ajouter l'effectif militaire. Et à cela aussi ouvrir une voie de dialogue qui va aider la communauté iturienne de la sortie des crises pour que la paix revienne sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Pour sa part, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a non seulement prodigué quelques conseils aux autorités traditionnelles sur la nécessité d'effectuer des descentes de sensibilisation dans leurs entités respectives, mais il leur a aussi rassuré du soutien indéfectible du gouvernement de la République. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont, au cours de la séance plénière de ce vendredi 21 octobre 2022, auditionné les réponses de la vice-ministre des Finances aux préoccupations exprimées par les députés nationaux lors de la plénière du mardi dernier, axée sur le débat au sujet du projet de loi portant réduction des comptes exercice 2021. L'ambassadeur de la République suisse en République démocratique du Congo a échangé avec le ministre du Plan, Christian Mwando Simba. Au menu de leurs échanges d'annonce aux warriors congolais du plan de sa coprésidence aux assises de Genève qui auront lieu au cours de cette année. Des précisions dans cet élément de reportage. Genève, capitale de la Suisse, va abriter en décembre 2022 une réunion mondiale de haut niveau sur l'aide au développement. Chaper Saro, nouvel ambassadeur de la Suisse accrédité en République démocratique du Congo, est venu présenter les civilités et annoncer la nouvelle mardi 18 octobre 2022 au ministre d'État et ministre du Plan Christian Mwando Simba Kabulo. Le planificateur du gouvernement Sama a été choisi comme coprésident de cette grande rencontre mondiale. Il devient aussi automatiquement l'ambassadeur pour cette conférence, notamment vis-à-vis des pays en développement, mais aussi les pays africains. Il m'a promis aussi de continuer à faire de la pub et de mobiliser d'autres ministres du continent afin de participer à cette conférence, parce que comme on le sait, plus qu'ils participent, plus crédibles que les résultats seront aussi, et on peut espérer d'avoir un impact positif. Occasion pour le diplomate suisse de s'informer du rôle majeur que joue le ministère du Plan dans l'action du gouvernement. C'est une occasion pour moi d'apprendre d'abord un peu sur les priorités de ce ministère, un ministère transversal, donc qui a un impact sur la politique de l'État de manière générale. Donc j'ai appris sur ses priorités. C'est aussi une occasion de remercier le ministre et son équipe de leur appui, de leur engagement dans le partenariat mondial pour rendre l'aide plus efficace. La Suisse soutient la République démocratique du Congo depuis des années à travers l'aide humanitaire dans sa partie Est et intervient dans plusieurs projets de développement dans les domaines de la santé, de l'emploi et même de la formation professionnelle.
Longue de 9 km, la route Nzolana dans la commune de Ngaliema subit les travaux de réhabilitation et de modernisation. Le lancement de la phase 2 de ces travaux a été fait le jeudi 20 octobre par Alexis Guissaro, ministre d'État des Infrastructures et Travaux Publics. De route avec des aires de stationnement à chaque kilomètre à construire après une large opération d'expropriation, une érosion majeure à traiter, voilà sommairement le contenu du projet de la route Nzolana que vient de lancer officiellement le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro, ce jeudi 20 octobre. L'objectif à terme est de relier le quartier Kintsuka à partir de Pompage au quartier Upen grâce aux avenues Nzolana et Mamaemo en passant par les quartiers Malueka et Sangamamba. La cérémonie de lancement qui a vécu sur le terrain municipal du quartier Malueka a connu la participation de l'ambassadeur en RDC de la République populaire de Chine, signe que l'amitié entre les deux peuples vit encore. Après le mot de bienvenue dit par le bourgmestre de la commune de Ngaliema, l'ingénieur Charles Médard Ilunga, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures et Travaux publics sur ce projet, a expliqué les contraintes qui ont pesé sur ce dernier. Il s'agit notamment d'un grand besoin d'expropriation pour bien caler le gabarit de la route, ainsi que la surveillance des érosions suite à une occupation peu orthodoxe des espaces. Il a rappelé que la première phase, qui avait bénéficié de 15 millions de dollars américains décaissés par le programme sino-congolais en 2017, avait permis d'effectuer les premières expropriations, de stabiliser la première érosion et de construire 1500 mètres de route avec un pont à caractère définitif. La seconde phase, quant à elle, financée par la même source à hauteur de près de 24 millions de dollars américains, permettra de finaliser le projet. Le directeur général de la SICOMINE, joint venture qui garantit le financement, a donné des assurances que pour cette fois-ci, l'on ne s'arrête pas avant d'avoir tout bouclé. Prenant la parole, le ministre Alexis Guissaro, après avoir salué la collaboration entre la RDC et la Chine à travers le programme sino-congolais, a demandé à la population de faire sienne ce projet qui va apporter le développement dans cette partie de la capitale. Mais vous avez été patient pour attendre voir arriver la concrétisation de la promesse. Nous nous réjouissons aujourd'hui du fruit de cette patience. Clôture ce jeudi 20 octobre à Kinshasa du forum sur la gouvernance du secteur minier en République démocratique du Congo organisé par la Chambre des mines et la Fédération des entreprises du Congo. Témoin de l'événement, Patrick Kabwika. À la fin des travaux, au nom de la ministre de Mines, Antoinette Ntsamba Kalambay, en mission officielle, les directeurs de cabinet, Maître Michel Kibonge, a clôturé le forum sur la gouvernance du secteur minier organisé par la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo du mardi 18 au jeudi 20 octobre 2022. Il a, dans son discours, salué et remercié tous les participants pour leur contribution durant ces assises. Maître Michel Kibonge a tout de même signifié que ces 3 journées d'intenses travaux, dont l'objectif était focalisé sur les activités minière en RDC et ses défis, évaluation du code minier révisé de 2018, ont permis de faire une analyse du niveau de la mise en œuvre des instruments juridiques qui régulent les secteurs, à savoir le code minier et ses mesures d'application. Au nom de son Excellence Madame la Ministre de Mines, de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui, outre le bien-être des Congolais, place le développement radié du secteur minier parmi ses priorités. Je dois féliciter votre engagement car pendant 3 journées de réflexion sur l'opérationnalisation du code minier répartis dans les 4 principales commissions, à savoir la commission fiscalité et douane, la commission droit minier, la commission environnement, responsabilité sociétale et sous-traitance, ainsi que la commission énergie, transport et logistique, vous avez formulé de pertinentes recommandations. Il apparaît que l'essentiel des préoccupations ont été focalisées sur les processus d'octroi et d'exercice des droits miniers, l'industrialisation du secteur minier, l'envahissement et l'empiètement des périmètres miniers, l'effectivité de la responsabilité sociétale des entreprises minières, les conflits de compétences, la gestion des dotations de 0,3%, de la redevance minière et des cahiers des charges.
Autre chose, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, poursuit son bon nombre de chemins vers l'organisation effective des élections pour 2023. Des kits pour enrôlement des électeurs sont arrivés à Kinshasa pour un premier lot. Des précisions dans cet élément. À la Commission électorale nationale indépendante, l'heure est aux préparatifs des opérations d'enrôlement des électeurs. Le rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie, Patricien Seya, séjourne à Séoul, en Corée du Sud. Dépêché en mission officielle par le président Denis Kadima Kazadi, Dame le rapporteur de la CENI supervise le lancement de la production à grande échelle des kits d'identification et d'inscription des électeurs sur les listes électorales. 72 heures après, c'est le questeur adjoint de cet organe électoral, Sylvie Mbano, accompagné du secrétaire exécutif national adjoint Marie-Josée Kapinga, qui réceptionne à l'aéroport international d'Indjili un premier lot de kits d'enrôlement des électeurs livrés par Miru Systems en provenance de Séoul en Corée du Sud. Après sa tournée à Kwamut dans la province de Maïndombe, le cardinal Fridolin Ambongo a tenu une conférence de presse où plusieurs points ont été évoqués pour éclairer sur les vraies causes de ces conflits dans cette partie de la République. Suivons un extrait de sa conférence de presse où il définit le vrai terme de ce conflit. 2 fois le voyage de Kwamut. J'ai eu à parler avec les gens qui sont sur le terrain, qui ont vécu les événements. J'ai eu à parler avec les autorités du pays qui sont sur place là-bas, même les différents services de l'État. La vérité, c'est que moi, personnellement, je n'ai rien observé et aucun de mes interlocuteurs, aucun de tous ceux que nous avions rencontrés ne nous a parlé des gens venus d'ailleurs. Tout le monde reconnaît que c'est un conflit entre les Téké, notamment les chefs de terre, et ceux qui ont acheté des terres, qui ont fait venir des travailleurs sur leurs plantations. Voilà pourquoi, au cœur de ces conflits, il y a d'abord eu la question des redevances. Moi, je ne peux pas affirmer des choses que je n'ai pas vues. Donc, on ne parle même pas des gens venus d'ailleurs là-bas. On ne parle pas de Rwandais là-bas. Et je ne peux pas aller dans ce sens-là. Ma rencontre avec le Premier ministre, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il n'appartient pas au moi de vous dire ce que le Premier ministre m'a dit. Ce qu'il m'a dit, ça me concerne. Et je sais seulement que le gouvernement est engagé, est impliqué à mettre à la disposition de nos forces de sécurité tous les moyens nécessaires pour éteindre ces foyers de tension. Nous y reviendrons avec force détail dans notre édition de demain. Nous l'avions dit, les députés nationaux ont, au cours de la séance plénière de ce vendredi 21 octobre, auditionné les réponses de la vice-ministre de Finances aux préoccupations exprimées par les députés nationaux lors de la plénière du mardi dernier, axée sur le débat au sujet du projet de loi portant reddition des comptes exercice 2021. La vice-ministre des Finances a articulé son intervention en 3 parties, dont la première a trait aux réponses aux préoccupations. La deuxième a rapport avec la prise en compte des observations de la Cour des comptes et la troisième est liée aux efforts accrus de mobilisation des recettes. De plus de 66 questions posées par les élus nationaux ont été regroupées en 9 thématiques, entre autres la surconsommation de crédits par certaines institutions et la sous-commission pour d'autres, les inégalités dans la répartition des crédits sur l'étendue de la République, les détournements des crédits des ETD par certains gouverneurs, l'affectation des crédits non prévus par la loi des finances, l'état des lieux de fonds miniers pour les générations futures. La problématique des fonds spéciaux logés dans les banques commerciales et utilisés par les mêmes banques. La faible affectation des ressources propres sur les investissements.
Les recours aux modes de paiement en urgence, la faible mobilisation des recettes annexes de la santé et de l'enseignement supérieur et universitaire, etc. S'agissant du dépassement du budget par certaines institutions ou ministères défense sécurité, la vice-ministre a reconnu les faits et a justifié les dépenses par la sensibilité de ces institutions et l'urgence qu'impose la situation liée à l'état de guerre dans l'est du pays, sans oublier la gratuité de l'enseignement primaire public qui a imposé la mécanisation de nouvelles unités, le paiement des primes et la construction de nouvelles salles de classe. Tout cela en mode d'urgence. Les réponses telles qu'elles sont exprimées dans un français limpide ne signifient pas que la gestion s'est améliorée. Aujourd'hui, vous devez vous rendre compte qu'il y a eu accroissement des recettes, mais également des dépenses qu'on peut facilement justifier par la guerre. Et vous avez aussi le résultat de la guerre. Parce que si on avait mis beaucoup de moyens pour la guerre, peut-être qu'on aurait aussi fait des victoires. Mais aujourd'hui, Bunagana est encore sur les bottes. Et donc, on ne peut pas justifier la sortie de fonds, de beaucoup de fonds, uniquement en s'appuyant sur la guerre. Je crois que le plus important, parce que le pays doit avancer, il y a beaucoup de choses, beaucoup de réformes à entreprendre et beaucoup de choses à faire pour que les finances publiques puissent être gérées de manière orthodoxe. Le projet de loi a été déclaré recevable et envoyé à la commission ECOFIN qui a 10 jours pour rendre compte à la plénière. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, plaide pour la mise en liberté provisoire de Jean-Marc Kabunda Kabound et s'oppose à la requête faite par les anciens présidents des chambres de parlement sollicitant l'intégration dans les budgets 2023, la paye de leurs arriérés et avantages non perçus. J'ai déjà fini là, nous en dit plus. Réagissant au sujet d'actualité de l'ère, notamment l'arrestation de Jean-Marc Kabound, assigné en résidence surveillée, mais qui traîne encore à la prison de Makala, Maître Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, éclaire l'opinion et assure que l'ACAJ n'est pas tribaliste. Je crois que les gens qui formulent ces accusations, ce sont des gens dangereux pour la vie, parce qu'ils les font de surpoids. Je vous dis dans le cas ici du député Jean-Marc Kabound, nous avons reçu des éléments de la part de ses proches, donc, qui ont mené les démarches vers la CAJ. Et les gens doivent savoir ça. Ils ne doivent pas penser que quand vous êtes dans une situation de détresse, la CAJ, nous sommes des magiciens, nous pouvons tout connaître. Il faut savoir nous informer. Quant à la requête des anciens présidents des chambres et du Parlement sollicitant d'intégrer dans le budget 2023 leurs arriérés et avantages non perçus, Maître Georges Kapiamba juge inopportun cette démarche qui s'oppose de tous les discours officiels sur la réduction du train de vie des institutions. Mais c'est quel pays où on peut penser gratifier les gens comme ça, donner de l'argent facilement? Ils ont droit. Ils ont des salaires, il y en a, même les anciens ministres et consorts, on a prévu là-bas des salaires allant de 1500 à 3000. Ils ont droit aux voitures, aux nouvelles voitures. Ils ont droit au voyage à l'étranger, droit aux soins médicaux. Mais pratiquement, donc ce sont des gens qui, parce qu'il a été chef d'une institution, dès qu'il ne l'est plus, il va vivre, lui, maintenant sur les dos du contribuable congolais. Notons que l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, est une organisation non gouvernementale et apolitique qui prône les droits de l'homme. Au Nord Kivu, 7 personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque attribuée aux ADF dans la nuit du mercredi à jeudi 21 octobre à Maboya, une localité située à une trentaine de kilomètres de la ville de Beni. Nous sommes au Nord Kivu. Des précisions avec Janvier Kassaïrio, rapporteur de la société civile de Beni, joint au téléphone par Kabouika Patrick. Il s'agit d'une incursion du groupe armé identifié aux ADF Ballon. Ils ont fait une mission d'appel du centre. Ils nous ont établi des maisons, ils ont établi des boutiques, et ils ont établi même les centres de santé, de chefs d'activité de la criminalité, qui est entre
de Maboya, même si l'ensemble de la contrée, sur base de la question de la zone, parce que depuis qu'on a investi la prison de Dakwangou à Butembo, c'était une façon pour les appels de procéder au recrutement involontaire ou forcé de jeunes parmi eux, certains maîtrisent de bien la zone et qu'ils s'en servent pour détruire les autres. À partir de ce moment-là, nous n'avons vu aucune action pour anticiper l'agression de la part du gouvernement. Aujourd'hui, jusque-là, depuis cet événement de la prison de Dakwangou, le gouvernement n'a pris aucune mesure pour assurer évidemment la population de ce qui a prévalu comme conséquence qui a le cours de cette évasion-là. Et maintenant, à la suite de cette action, de cette menace contre la prison, c'est l'intensité qui est 7%. Pour ces activistes maintenant aujourd'hui, les agressions, les agressions, et on n'a aucune mesure qui assure et on est protégé contre cette agression des agressions. Séjournant à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, le secrétaire général du parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, était face à la presse boyomaise après son meeting et les audiences auprès des notables de 7 partis de la République. Suivons un extrait de son point de presse. Alternative qu'il considère comme pièce de réchange. Si la population, si la province est dans cet état, c'est par rapport aux gens que vous avez confié la responsabilité. J'ai parlé des régimes passés. Je n'ai pas peur de le dire. Tous nos frères et sœurs de cette province qui n'ont fait qu'accompagner les régimes passés. Vous voulez encore que je vienne faire des promotions pour ces gens-là, pour que je ne parle pas des pièces de réchange? Je parle de pièces de réchange des gens qui peuvent faire confiance en 2023 quand il y aura élection. C'est de cela que je parle. Puisqu'auparavant, nous n'étions pas au pouvoir. Maintenant, nous sommes au pouvoir. Nous avons trouvé toute la province détruite. Mais vous voulez qu'on dise quoi? En dénonçant, Monabouté n'est pas sans remède à la souffrance qui accable la population tchopolaise. La solution au problème de la population de Tchopo trouve sa réponse dans le programme de développement des 145 territoires. Tout ce que vous avez évoqué comme problème vont trouver la réponse dans ces programmes-là. Répondant à la question sur la présence d'un serviteur de Dieu à ces grands rendez-vous du 15 à Kisangani, à qui certains écrits ont tenté d'attribuer les succès du meeting, Augustin Kabouya a rappelé aux hommes de médias qu'en sa qualité de chrétien pratiquant, il a toujours souhaité associer les hommes de Dieu à ses affaires, une façon pour lui de témoigner sa reconnaissance à l'auteur de ses multiples succès. Il n'y avait pas seulement les pasteurs dont venait d'évoquer les noms, il y avait d'autres confessions religieuses. Il y avait même des musulmans. Il y avait toutes les couches de la population ces jours-là. Avant mon départ, vous m'avez vu passer partout en train de remercier ces gens-là. C'était un signe de reconnaissance de leur rapport par rapport à cette manifestation-là. C'est un débat sans objet. Vous-même, vous étiez à la place des meetings. Vous avez vu qu'il y avait une couche de la population qui était vraiment très pressée. Miser sur la réhabilitation des infrastructures routières préoccupe au plus haut point le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Kiatoué. Des travaux intenses sont constatés dans les voiries urbaines de cette province, comme témoigne cet élément de reportage. La route Lubumbashi subit régulièrement des transformations. Un battant des 2 bandes muni d'un séparateur avec lampadaire solaire au milieu de la voie. Sur les 3,5 km, il ne reste que 270 mètres asphaltés et où se concentrent actuellement les travaux entre les avenues Ngouba et Chituru. Le gouverneur de province est descendu ce jeudi 20 octobre 2022 inspecter ces travaux. Jacques Ablakato a reçu toutes les explications sur leur avancement. Il a demandé à l'entrepreneur d'accélérer les travaux pour qu'avant les grandes pluies, cette voie fortement fréquentée soit totalement achevée. À son passage, ces grands travaux ont été salués par les compatriotes de l'ICASI.
Poursuivant sa ronde, l'Union Indio-Katanga se rendra dans la commune de Chituru. Sur l'avenue circulaire, près de 3 km de route en boucle seront asphaltées. Cette boucle relie la SNCC à l'UCS. Tous s'activent sur le terrain pour faire avancer les travaux, concentrés pour l'instant à l'assainissement avant l'asphaltage de la chaussée. Le gouverneur de province a apprécié la qualité des caniveaux en bétons armés pour une bonne canalisation des eaux et la protection de la voie. Jacques Ablakato multiplie donc ses descentes sur le terrain pour que dans un délai raisonnable, toutes les routes dont les travaux ont été amorcés soient achevées selon le planning du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Ça n'est complètement fini avec cette livraison d'actualité sur la PES TV, un journal de Divin Tiswaka, assisté techniquement par Richard Vuidi, Jonas Minga et Jussé Mavouba. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du journal. Demain déjà, vous aurez notre consoeur Christelle Mwembo à la présentation. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la PES TV.